Euh, Bonjour. voilà, bonjour à tous. On va attendre que voilà une petite dizaine de participants pour que je puisse commencer à présenter mes quelques slides avant de te laisser la main. Bon, en fait, comme d'habitude, on ne change pas. Voilà, il y a une dizaine de participants, onzaine, voilà, super, parfait. Ok, super. Allez, je vais attaquer pour ne pas nous mettre en retard sur le programme. Donc, bonsoir à tous, je suis Emmanuel Escalan, directeur de la société Southern Implant. J'ai le plaisir d'accueillir le docteur Chotard ce soir qui va nous parler de traitement des dentés complets, d'atrophie. Donc, plein de choses sont au programme. Je me permets juste de partager mon écran qui est ici. Ok, super. Si je ne dis pas de bêtises. Mathieu, on voit bien mon écran? Oui, Bon, parfait. je le vois. Donc voilà, bienvenue à tous à ce webinaire voilà, qui devrait normalement, si tout se passe bien, durer environ 45 minutes pour vous présenter en fait l'ensemble des solutions que peut proposer Southern Implant dans le cadre de la réhabilitation de l'édenté complet ou d'atrophie sévère des maxillaires, dont maintenant aujourd'hui le docteur Chotard a le secret et maîtrise l'ensemble des dispositifs des gammes de Southern Implant qui va donc pouvoir vous présenter ce soir dans différentes applications cliniques. Mais bien sûr, c'est dans l'objectif de pouvoir vous compter parmi nous lors de la formation du 5 juin qui se déroulera dans nos locaux à Pertuis, dans le Vaucluse, et le 5 juin en Provence, il fait toujours très bon, très chaud. Et donc, on aura grand plaisir à vous y accueillir pendant toute une journée. Et bien sûr, pour pouvoir étendre davantage le sujet que vous allez pouvoir observer ce soir. Mais malheureusement, on ne pourra pas forcément rentrer dans tous les détails, ce que nous pourrons faire pour le coup le 5 juin. Donc, vous avez un QR code si vous souhaitez déjà commencer à prendre des informations et vous préinscrire à cette magnifique journée du 5 juin. Je vais donc bien sûr vous parler de la Surgical Academy, qui est notre formation, et notre organisme de formation pour Southern Implant, avec qui nous sommes dans le développement de différentes formations tout au long de l'année. Donc là, vous voyez un petit peu les locaux. Bien sûr, on a des locaux pour la partie théorique, comme vous le voyez, somme toute très confortable. Et ensuite, bien sûr, une autre salle dédiée aux travaux pratiques, voilà, pour pouvoir mettre en œuvre un petit peu ce qui aura été abordé tout au long de la journée. Voilà, déjà des formations ont débuté le 13 mars, voilà, donc sur d'autres types de protocoles, sur d'autres types de dispositifs. Ça, je vous engage aussi à vous y intéresser. Voilà, c'est complémentaire à ce qu'on va pouvoir voir ce soir, qui est bon, voilà, le sujet de l'édenté complet et de l'atrophie complexe. Voilà, donc je vous remets un petit peu le QR code si vous ne l'aviez pas pu le prendre correctement tout à l'heure. Voilà, je vais le laisser encore 3 secondes et je vais vous montrer surtout où vous pourrez retrouver les informations sur notre site web concernant nos différentes solutions que vous allez voir ce soir dans la présentation du docteur Chotard. Donc, j'ai arrêté ma présentation. Juste, je vous renvoie au... Pardon, tac. On voit toujours mon écran, Mathieu? Oui, Voilà, oui. donc si vous allez sur le site de southernemplant.fr, dans les solutions cliniques, vous verrez donc forcément le traitement des dentés complets et donc vous retrouverez donc sur cette page toutes les informations spécifiques au traitement des dentés complets avec voilà toutes les spécificités, les enjeux qu'on peut avoir et devoir à traiter dans le traitement des dentés complets. Mais voilà, je vous en dis pas plus. Donc ça, vous aurez tout le loisir d'y retourner tranquillement quand vous le souhaiterez sur notre page donc southernemplant.fr, le traitement des dentés complets. Vous retrouverez aussi d'autres anciens webinaires spécifiques sur les solutions qu'on va aborder ce soir. Et je vais laisser d'ores et déjà la main au docteur Chotard, que je n'ai pas présenté, que je vais faire maintenant.
Docteur Chotard était implantologiste exclusif dans la belle ville de La Ciotat. Alors là, il y a quelques minutes, il a tourné voilà, son siège parce qu'il voulait vous montrer la baie de La Ciotat, mais malheureusement, c'est tellement lumineux qu'on ne le voyait plus et que c'est pas l'objectif de la soirée. Donc, le docteur Chotard, voilà, avec qui on a le plaisir de collaborer depuis quelques années, comme vous le savez, qui a longtemps et depuis très longtemps rayonné sur le sujet du traitement de l'édenté complet un petit peu partout en France, au travers de différents congrès, formations, diplômes universitaires. Et voilà, on a le plaisir maintenant de l'avoir comme conférencier à temps plein chez Southern Implant et qui nous fait voilà, le plaisir de pouvoir nous livrer toute son expérience et son expertise avec nos solutions. Mathieu, j'arrête de partager, c'est à toi. Super. C'est moi qui vais donc partager maintenant. Alors, C'est c'est- super. Alors, c'est on va exactement mettre ça. ça. C'est à ce moment-là que ça se passe. Voilà. OK. Et bim. Est-ce que c'est bon? Alors, oui, c'est bon. Avant toute chose, vous avez, mesdames et messieurs, en bas, vous verrez, vous avez un onglet qui s'appelle Q et R. Et donc, si vous avez des questions à poser au docteur Chotard, parce que vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer oralement, vous écrivez votre question et je me permettrai de la soumettre au docteur Chotard qui vienne animer un petit peu le débat de cette soirée, si vous avez des questions spécifiques en fonction de la présentation du docteur Chotard. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais te laisser le plein écran pour ne pas déranger. Ouais, super. Parfait. Eh ben, merci Manu, merci pour cette présentation. Alors bonsoir à tous. Effectivement, alors c'est moi qui ai la vue, donc j'ai une belle vue. Voilà, ça c'est vrai que j'ai une belle vue. Mais trop de lumière, donc on a tourné de l'autre côté. Mais je vous remercie d'être présent ce soir pour écouter ce petit webinaire. Bon, on va essayer de dresser un petit peu tableau rapide sur les solutions possibles pour appréhender et gérer nos patients d'édenté complet, qui sont quand même des patients qui sont en nombre hein, encore. Hein. On est loin d'avoir des patients avec toutes leurs dents jusqu'à 80-90 balais. Et on est confronté quand même évidemment à restaurer ces patients qui maintenant veulent quand même avoir ben voilà, si on peut avoir des dents fixes, c'est cool. Si on peut avoir des dents fixes hier, c'est encore mieux. Et ça peut être beau et rapide et pas cher, c'est encore mieux. Donc, bon, pour, 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 euh, pour ne pas continuer la plaisanterie, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Et donc, Sauvegarde d'implant dresse quand même le tableau de pas mal de une gamme implantaire bien complète pour répondre à ces réhabilitations implantaires un peu spécifiques. Donc vous allez voir, on va parler rapidement de Hollingford, de ptérygoïdien, peut-être même de zygo, on va voir, d'intrasinusien. Enfin, voilà. Après, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez rapide, pour pas trop vous enquiquiner. Et c'est vrai que on va parler vraiment de ça dans le détail le 5 juin et arriver à vraiment à adresser les traitements possibles de tous ces édentés complets en utilisant un peu toutes les solutions qui s'offrent à nous, c'est-à-dire des solutions finalement grafless, hein, puisque c'est un peu le cœur du poulet. Donc, au début, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais toujours ami, mais plus associé dans les formations. Mais on a commencé avec le docteur Colin, Mathieu Colin, For Your Smile, voilà, on a créé For Your Smile. C'était vraiment la prise en charge de l'édenté complet, For Your Smile. Ça l'est toujours, évidemment, puisque c'est Mathieu Colin qui en est aux manettes. Et ça nous a permis voilà, de parler un petit peu de ces édentés complets, et surtout des solutions qu'on pouvait leur donner et de casser un petit peu peut-être les codes il y a quelques années sur le Holland4 mandibulaire, mais surtout le Holland4 maxillaire. Et c'est vrai qu'on a essuyé un peu les plâtres il y a quelques années, mais au final, maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus rentré dans les cabinets et du moins qui est euh, mieux accepté par un peu tous les praticiens français. Ça l'était évidemment sur d'autres praticiens du monde entier et même en Europe, mais la France, on était un petit peu à la traîne, on va dire. Voilà. C'est une phrase que j'aime beaucoup, une phrase du professeur Brandmark, toujours, et l'essentiel professeur Brandmark, qui considérait effectivement les édentés comme des incapables, des invalides oraux, pardon.
Et c'est vrai que je trouve que elle est forte cette phrase parce que c'est vrai qu'une personne édentée, on les reçoit au cabinet. Alors on reçoit des patients comme ça et bon, les photos sont jolies, c'est un peu peut-être tiré par les cheveux, mais clairement, on a des patients édentés qui sont en souffrance, hein, quand même souvent, qu'on récupère un peu au bout du rouleau. Peut-être des fois à qui on a dit, bah, il n'y a pas trop de possibilités, ou alors il y a des possibilités mais qui vont être très longues. Il va falloir qu'on passe par des greffes osseuses, des reconstructions, ça va vous coûter très cher. Bon, des solutions qui des fois sont un peu dures à entendre pour les patients. Et au final, des fois, ils sont un peu peut-être déconsidérés. Et c'est vrai que voilà, cette phrase, je la trouvais importante. Et c'est vrai d'avoir faire preuve d'un respect total et d'une ambition de réhabilitation, c'est pareil, c'est fort, hein. Ce sont des gens qui ont vraiment perdu une possibilité masticatoire, évidemment esthétique, mais je dirais que c'est presque secondaire à ce stade-là et qu'il faut bah, voilà, les réhabiliter et leur redonner une fonction. Et je trouve que là, vraiment, on a l'essence même de l'implantologie, je trouve. Euh, Toujours ce professeur Bradmark, hein, c'est vrai que la phrase très connue, effectivement. Je crois que Manu, hein, vous l'avez toujours au siège à Pertuis, cette phrase qui est notée sur un mur. Et voilà, lors d'aujourd'hui, effectivement, personne devrait finir sa journée en mettant son verre dans un verre, ses dents dans un verre, pardon. Et évidemment, je pense on en est tous d'accord. Alors évidemment, les solutions pour les dentés complets, ben, elles sont classiquement la prothèse complète, qui a tout à fait ses lettres de noblesse. Je veux dire, la prothèse complète, c'est quelque chose qui marche très bien, euh, qui réhabilite, hein, nos patients quand c'est bien fait. Et il ne faut pas évidemment le déconsidérer, mais c'est vrai qu'on le sait, une mastication avec des éléments fixes, c'est quand même pas tout à fait pareil qu'avec des complets, même les meilleurs complets. Et on a quand même une perte de goût qui est claire, hein, lorsqu'on met un complet au maxillaire. On va quand même oblitérer toutes les bourgeons gustatifs. Et c'est vrai que quand même, on a un plaisir de mastication et de bouffe qui est pas tout à fait le même. Donc c'est une solution dont on ne va pas, vous avez bien compris, parler ce soir, mais ça reste évidemment une solution. Il y a quelquefois, hein, aussi des contre-indications à l'implantologie. Il ne faut pas l'oublier. Elles sont peut-être de moins en moins nombreuses. Euh, je veux penser parler de ça par rapport au risque d'endocardite infectieuse, où voilà, c'est vrai que ça change de plus en plus, et même les porteurs de valves, on peut, en association avec le cardiologue, pouvoir les implanter. Je m'écarte un petit peu du sujet, mais effectivement, on a quelques contre-indications absolues encore à l'heure actuelle qui nous obligent à pouvoir faire ces réhabilitations de l'édenté complet par des appareils complets. Mais nous, on va plutôt tendre à ça et à réhabiliter nos patients par des FP3, des FP1. Alors, on ne parle pas trop de FP2, hein, d'accord? Juste pour resituer le truc, ce que vous avez, la prothèse que vous avez en haut à gauche, c'est un FP3, donc il y a un peu de résine, ok? Et en dessous, c'est un FP1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résine rose. Les dents vont être en contact tout de suite avec les tissus mous et on va pouvoir jouer avec ces tissus mous pour recréer des papilles, etc. Donc évidemment, entre les deux, finalement, c'est l'importance de la résorption osseuse. Plus on va avoir une résorption osseuse avancée, plus c'est vrai, on va plutôt se diriger sur des FP3. Plus la résorption est un petit peu maîtrisée, on va peut-être s'orienter un petit peu plus sur un des FP1. Et le FP2, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire c'est voilà, quand il manque un peu, et en gros, souvent les FP2, c'est quand même des FP1 ratés. Il faut être clair. Donc, c'est vrai que ces patients, voilà, hein, ça c'est tout à fait le type de patient que j'adore parce que ce sont des patients qui ont eu des problèmes, qui sont édentés, mais vous voyez que dans ses yeux rieurs, ce patient-là, il est hyperactif, il est en pleine forme, voilà. Il veut effectivement que ça aille un peu vite, mais surtout, voilà, il veut retrouver des dents, pas trop perdre de temps à ça, pas trop perdre, si possible, d'argent à ça, et continuer à vivre, à être actif, à partir en croisière avec maman et compagnie. Et c'est vrai que, voilà, c'est des patients. On adore accueillir au cabinet. Les solutions pour les dentés complets, alors on va rapidement dresser un tableau de ce que l'on peut proposer à nos patients. Ben voilà, pour le maxillaire, évidemment, on peut, sur des maxillaires résorbés, pardon, sur des maxillaires résorbés, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va peut-être recréer du dur. Pour recréer du dur, ben, on va utiliser des greffes osseuses, on va utiliser des sinus lift. Euh, ce sont des traitements qui marchent, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que on ne propose pas aux patients la même chose
que sur un Holland-Ford, des Igo, etc. Pourquoi? Parce que dans des sinus lifts, des greffes osseuses, on ne va pas avoir de mise en charge immédiate. On va déjà recréer de l'os, d'accord? Une fois que l'os est créé, on va pouvoir mettre nos implants. Donc, on a quand même un traitement qui semble-t-il quand même plus long, ok? Et il y a toujours un problème de temporisation. Alors, si quelqu'un a la solution parfaite là-dessus, je suis preneur. Mais les temporisations, vous voyez comme en bas à droite, c'est ROG en sausage comme ça va être compliqué de mettre des amovibles. Donc, on peut effectivement transfixer nos ROG avec des petits implants provisoires sur lesquels on va stabiliser un complet. Bon, hein, on est sur des choses qui commencent à être pas simples non plus. Est-ce que ça peut être reproductible à chaque fois et avoir un taux de succès important à voir, hein, tout ça marche, si vous voulez, mais c'est vrai que sur la réhabilitation de l'édenté complet, ça peut rentrer dans la discussion et se dire est-ce qu'on va regreffer un maxillaire, une mandibule complète avant d'aller poser des implants. On peut aussi mettre des implants droits, des petits implants aussi. On va avoir des cantilevers un peu plus importants. Donc, c'est vrai qu'on est quand même sur non, une acceptation du cantilever jusqu'à une certaine mesure. D'avoir des cantilevers très importants sur des implants droits, je pense qu'on va plutôt vers la casse. Donc, ce n'est pas peut-être une solution qui est vraiment pérenne et qui est à prendre en compte. Voilà, et c'est effectivement ces implants courts. Moi, voilà, j'en mets pas d'implant court, c'est pas quelque chose que j'utilise. On a eu David etc., qui ont fait pas mal de publications là-dessus. Moi, c'est vrai que voilà, entre les mains, ça n'a jamais trop marché. J'en ai pas fait beaucoup, mais ce que j'ai pu voir non plus, ça n'a pas trop marché. J'ai pu en reprendre de certains confrères. Et bon, voilà, je ne sais pas si c'est une solution qui va être pérenne. À la mandibule, pareil, hein, on va avoir ces greffes osseuses, des implants courts, latéralisation du nerf. Oui, c'est une solution. C'est vrai qu'on rentre dans des chirurgies qui sont quand même un petit peu plus lourdes. Quand vous parlez aux patients, je vais vous mettre 4 implants, ça va durer 1 heure et demie, vous allez repartir avec vous dans l'après-midi et on parle de latéralisation de nerfs. Bon, on est déjà plus sur les mêmes choses. Attention, on peut être amené à le proposer sur des résorptions extrêmement avancées, extrêmes, d'accord? Et pas forcément l'objectif de la conf de ce soir. Euh, Pareil, donc, pour revenir sur les inconvénients de ces différentes solutions, comme je vous disais, on n'a pas de mise en charge immédiate, hein, donc c'est quand même quelque chose, je trouve, hein, moi, qui est plaisant à proposer aux patients. C'est pas un gros mot hein, de pouvoir faire ces mises en charge immédiates, au contraire. Et puis, ces mises en charge immédiates, en dehors d'imaginer que c'est uniquement un folklore pour que les patients repartent avec des dents fixées, ça sert de fixateur externe à nos implants. Et si, une fois que l'occlusion est gérée, on met une prothèse qui est évidemment dans des courbes d'occlusion adaptées, on va avoir ce fixateur externe, en parlant du provisoire, qui va fixer nos implants et qui va donner, à mon avis, une cicatrisation, une ostéo-intégration plus élevée. Et ça fait partie des facteurs qui vont dans le bon sens. Par ailleurs, les greffes, oui, ça a des taux d'échec élevés. Alors, le mot est un peu fort, élevé. Mais clairement, ça a un taux d'échec qui est plus important que Holland-Fort ou même une réhabilitation en utilisant des implants plus compliqués que sur un Holland-Fort. Et on peut en parler à tous les chirurgiens qui font ce type de réhabilitation, même les plus expérimentés, vous tiendront ce discours aussi. On va diminuer, il vaut mieux diminuer nos cantilevers, on en a parlé tout à l'heure, pour éviter quand même un peu les casses. Oui, les chirurgies restent plus compliquées, et évidemment, qui dit chirurgie plus compliquée ou chirurgie plus nombreuse, va augmenter le temps de traitement et surtout va augmenter le coût aussi de la réhabilitation. Il faut quand même des réhabilitations qui ne sont pas données non plus, hein, quand on vient après à mettre le prix de la prothèse définitive, qu'elle soit en zircone ou pas, ce sont quand même des coûts qui sont importants. C'est vrai que si on rajoute là-dessus des greffes, etc., bon, les coûts sont encore plus forts. Donc, nos objectifs vont être quoi? On va essayer d'orienter nos réhabilitations de l'édenté complet plutôt en graffeless, à éviter les greffes osseuses. Éviter les greffes osseuses ne veut pas forcément dire de ne pas faire de greffe gingivale ou même de ne pas faire d'aménagement de tissu dur. Il m'arrive très régulièrement de faire des Holland-Fort et sur mes Holland-Fort, sur quelques piliers, quelques implants, faire des ROG, hein, le même jour que la pose de ces implants-là. On fait nos mises en charge immédiates quand même le même jour, mais on ne va pas greffer pour mettre l'implant après. Non, on met notre implant et on greffe autour pour avoir un environnement parfait pour notre implant.
Donc, pareil, ça, on en parlera beaucoup. Si vous êtes là le 5 juin, je vous montrerai pas mal de cas là-dessus. On va avoir un objectif de mise en charge immédiate, hein, on en a parlé, d'avoir quand même un traitement qui soit reproductible, qui soit pérenne. Clairement, moi j'ai un taux d'échec là-dessus qui est quand même bien moins important que même sur des implants unitaires. Euh, en Lone-Fort, on est plutôt aux alentours de 98% de succès. Donc, c'est vrai que 98% de succès sur des implants unitaires, je suis quand même content de les avoir et je les ai pas. Je ne les ai pas du tout. On est sur des traitements un peu rapides, on diminue le cantilever et on réduit le coût évidemment, puisque on a qu'une chirurgie et finalement peu de rendez-vous et peu de temps chirurgical. Donc, on va commencer effectivement. Je vous ai parlé plusieurs fois du Holland-Fort. Qu'est-ce que c'est le Holland-Fort? Ben, le Holland-Fort, c'est quatre implants autant maxillaires qu'à la mandibule. Alors, évidemment, ça a été inventé, mais je pense que maintenant tout le monde le sait, par un célèbre Portugais. Évidemment, pas Ronaldo, mais Paolo. Paolo, qu'on était allé voir avec Mathieu Collin, justement, il y a plusieurs années maintenant, et qui avait clairement pour nous changé notre activité. On était revenu dans notre bagage avec vraiment plein d'idées, plein de projets par rapport à ça. Et c'est vrai que ça a vraiment changé notre activité implantaire. Donc, le Holland Fort, on évite les zones où souvent on va peu avoir d'os, c'est-à-dire les zones sous-sinusiennes au maxillaire, hein. Souvent, chez les édentés, on va avoir une pneumatisation de nos sinus. Donc, on va avoir peu d'os sous les sinus. Donc, on va incliner nos implants pour diminuer nos cantilevers, mais toujours pouvoir évidemment mettre des implants dans le tissu osseux. À la mandibule, ben, c'est pareil, sauf qu'on va venir éviter ici la sortie du nerf alvéolaire inférieur, c'est-à-dire les trous mentonniers. Et ce qui, en inclinant les implants, ça va toujours diminuer notre cantilever. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, via Manu à poser. Chez Soxam Implant, ce qui est intéressant, c'est quand même d'associer ce protocole de Holland Fort avec les solutions implantaires que Soxam Implant nous propose. Pourquoi? J'ai posé pas mal d'implants à l'heure actuelle, à l'aube de mes 50 berges. Je pense que j'ai trouvé la gamme implantaire qui vraiment me convient pour ces réhabilitations-là. Pourquoi? Bah, parce que je vais pouvoir aller chercher plein de choses. On va pouvoir vraiment jouer avec cette gamme implantaire. On a des bonnes levels, le SP1, on va avoir les coaxis, on va un peu en parler, on va avoir les zygomatiques, on va avoir des implants très longs, ce qu'ils appellent les nasalus, qui va nous permettre de faire des intrasinusiens. On traverse le sinus pour aller récupérer un ancrage cortical au niveau de nos fosses nasales. Donc, il faut des implants de longueur assez importante, plutôt coniques pour avoir des stabilités primaires, pareil, fortes. Les implants ptérygoïdiens, pareil, on va avoir des implants qui sont relativement fins, très coniques, d'accord, pour aller prendre notre ancrage cortical au niveau de l'aile ptérygoïdienne latérale, donc médiane, pardon. Donc, voilà, tout ça, toute cette gamme implantaire, alors je vous l'accorde, bah, clairement, il faut se la bouffer, hein, la gamme implantaire chez Soxam Implant. Moi, j'ai mis quand même quelques semaines, quelques mois à pouvoir bien la comprendre, l'incorporer. Mais alors, une fois que c'est fait, putain, c'est vraiment du velours et c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut vraiment jouer avec toute cette gamme implantaire. On va parler du coaxis et des bonnes levels rapidement parce que le coaxis reste quand même un implant un peu iconique de chez Softserve Implant. C'est un implant qui a une plateforme prothétique angulée. D'accord? Cette plateforme prothétique angulée, elle va être angulée pas angulée, donc à 0, hein, soit à 12, soit à 24, soit même à 36 degrés. OK? Et du coup, dessus, on va pouvoir mettre un pilier droit. Donc, c'est la plateforme qui est angulée et notre pilier qui est droit. OK? On a pas mal de vidéos qui sont sorties là-dessus, sur les coaxis. Donc, oui, voilà, on réduit les stress de l'implant, surtout de la vis prothétique, etc. Mais ce qui est, je trouve, le plus important, c'est la dernière ligne, c'est vraiment diminuer le remodelage osseux. On a une slide, vous allez voir un peu après, qui va expliquer ça. Et quand on est sur des résorptions un peu avancées, je trouve que limiter un tant soit peu dans certains endroits bien spécifiques, le remodelage osseux, c'est essentiel. Donc voilà, en gros, hein, à quoi ça va correspondre. C'est coaxis. Vous voyez qu'on a l'axe implantaire, l'axe prothétique, et on va avoir après un pilier conique
droit, pardon, qui va venir là-dessus. C'est vrai que le placement des fois de piliers coniques droits sur une plateforme qui est angulée, une fois que votre implant est mis, on va mettre ce pilier conique et c'est vrai que c'est assez simple à mettre en place. On va venir le visser tout simplement et par rapport des fois à aller chercher de mettre un pilier angulé, d'accord, d'avoir un implant droit et de mettre un pilier angulé, des fois c'est un peu compliqué, alors que là on n'utilise que des piliers droits, c'est assez simple. Je vous ai dit pas mal d'articles hein, ont été faits. Vous pouvez vous amuser à aller voir sur PubMed sur les coaxis. On a clairement, donc toujours pareil, voilà, on augmente la surface de contact entre l'épaulement et l'os marginal. Et voilà pourquoi ça peut être important. Vous parlez tout à l'heure des zones sous-sinusiennes. Ok, chez les dentés complets, ces zones sous-sinusiennes sont souvent réduites. D'accord? Donc, on va très régulièrement avoir la partie de notre implant avec le pilier conique qui va être dans cette zone-là un peu réduite. Vous voyez à gauche, vous allez avoir, pardon, en bas à gauche, vous allez avoir un implant coaxis avec un pilier droit et au milieu, un implant bone level non coaxis avec un pilier angulé. Vous voyez que sur une partie osseuse qui est assez fine, si votre bone level, vous l'enfoncez au niveau du tissu osseux et que vous mettez un pilier angulé, vous allez évidemment avoir une limite entre la prothèse et l'implant qui va être endo-osseuse. Et à cet endroit-là, très souvent, on va avoir un remodelage osseux. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup d'os, si on a un remodelage osseux qui vient nous bouffer une petite partie de cet os-là, je trouve ça dommage. Donc dans ces cas-là, je préfère mettre un coaxis et après un pilier droit. Et du coup, on ne va pas avoir de remodelage osseux dans cette fine partie d'os sous-sinusienne. J'espère que c'est clair. Le bon level que j'utilise chez Softstan Implant est le SP1. C'est un implant qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais je trouve il y a un petit peu tout ce qu'on recherche dans les implants bon level simples. Voilà, on a une surface qui est polie tout en haut, donc je trouve que ça va plutôt dans le sens d'essayer de gérer un peu nos périimplantites. C'est pas mal. Des connexions uniques, évidemment, plateforme switching, ils sont relativement coniques, donc ça pour les stabilités primaires, c'est top. C'est des implants qui peuvent aller sur des longueurs relativement importantes, hein, jusqu'à 24 mm. Donc je retrouve que pour la prise en charge des dentés complets, des résorptions un peu avancées, il faut avoir ces longueurs-là. On ne peut pas se balancer dans ce type de chirurgie avec une gamme implantaire jusqu'à 16 mm. Pour moi, c'est pas. Ou alors, on n'est pas sur des résorptions avancées, on est sur des résorptions très faibles, on va dire. Et on a beaucoup d'os, donc là, OK. Mais dès qu'on rentre dans des résorptions un peu avancées, il faut utiliser des gammes implantaires où on a des implants longs. Bon, un truc de chirurgie simple, on a la chirurgie évidemment. Oui, il faut parler de prix, hein, surtout à l'heure actuelle. Je pense que c'est pas. C'est pas tabou, loin de là, autant pour le prix des réhabilitations que pour le prix du matériel que l'on achète. Je trouve que c'est quand même important. Ça nous permet quand même de pouvoir faire peut-être des devis plus acceptables pour nos patients. Voilà, donc je vous disais qu'on n'utilise pas d'implant coaxis, c'est-à-dire quand la plateforme prothétique elle n'est pas inclinée, mais elle est droite, hein, bon level standard, on va utiliser un pilier de rattrapage d'axe, soit un pilier droit, soit un pilier de rattrapage d'axe angulé, l'aide de 0, 17, 30. Il y a même des sociétés qui vont être compatibles dans certaines gammes implantaires qui vont aller jusqu'à 45 degrés d'angulation. Juste une petite slide sur un autre article où vous voyez qu'il s'était amusé à comparer. Bon, l'échantillon est ridicule, mais bon, voilà, c'était un côté en pilier en bon level et pilier angulé et un côté en coaxis. Vous n'avez pas eu de différence significative entre l'utilisation d'un plan coaxis ou l'utilisation de pilier angulé. On va vite parler des classifications parce que je trouve que c'est important pour pouvoir comprendre l'impact de la résorption osseuse sur le placement des implants et le choix de notre traitement et du placement d'implants.
Edmond Bedrosian, praticien de San Francisco, a mis en place une classification sur laquelle, en fonction de cette résorption, justement, il a défini trois zones. La zone sous les fosses nasales, la zone au niveau canine prémolaire, la zone sous-sinusienne. Et en fonction de la quantité d'os que vous avez dans ces zones, 1, 2 et 3, eh bien, il propose des solutions différentes. Si vous avez de l'os de partout, vous avez de l'os en zone 1, 2, 3, c'est-à-dire sous les fosses nasales, au niveau des prémolaires, sous votre sinus, et là, c'est le cas idéal. Je suis même, vous n'avez pas vraiment besoin de venir me voir ou de voir ce webinaire. Vous allez poser des implants droits, d'accord, le nombre que vous voulez. Je pense qu'il y a quand même à la mandibule un minimum de 4, en haut plutôt 6. Et puis après, vous mettez le nombre d'implants que vous voulez. Si vous voulez en mettre 8, 10, 12, vous en mettez 8, 10, 12. Nous, on va parler plutôt des classifications qui sont en dessous, c'est-à-dire où on n'a plus d'os dans les zones 3, hein, dans les zones sous-sinusiennes, on n'a plus d'os. Par contre, il nous reste de l'os dans les zones 2 et 1. Là, on va être sur un Holland-Fort. On incline nos implants, on met 4 implants, on est sur un Holland-Fort. Et puis, on a de l'os plus que dans les zones 1. Ah ben là, on va avoir soit l'utilisation d'un implant zygomatique, soit l'utilisation d'implants ptérygoïdiens. D'accord. Bedrosian ne mettait pas dans sa classification l'utilisation d'implants ptérygoïdiens ou intrasinusiens. On le fera de manière un petit peu plus développée, surtout le 5 juin. Et après, quand vraiment on n'a plus du tout d'os, ni dans les zones 2, 3, 2 et 1, on va utiliser des implants sous périosté ou des implants zygomatiques. Jensen, très intéressant, a sorti notre classification et en fonction, si vous voulez, de la résorption, il va incliner les implants. Holland-Fort très simple, une résorption qui est un peu avancée, on fait un Holland-Fort très simple. Ici, une résorption un petit peu plus avancée, vous voyez que les implants antérieurs, il va commencer à les anguler. Pourquoi? Parce qu'on va venir chercher ici une quantité d'os en angulant un petit peu nos implants et augmenter la distance AP, mais ça, je vous l'expliquerai. Vous voyez, désolé, hein, c'est toujours pareil, le panoramique, c'est toujours un peu flou devant. Là, j'avais angulé, d'accord, un implant en 32 pour pouvoir venir chercher une stabilité en venant chercher une masse osseuse plus importante au niveau de notre symphyse mandibulaire. Sur le maxillaire, ben, là, pareil, c'est-à-dire qu'on a des résorptions un petit peu plus avancées. On est sur des Holland-Fort un peu modifiés. On va incliner les implants antérieurs pour augmenter leur hauteur. On va pouvoir les incliner de l'autre côté pour aller chercher une accroche au niveau du vomer. Vous voyez que derrière, on a ce qu'on appelle des implants intrasinusiens, d'accord? La pneumatisation des sinus ayant tellement avancé qu'on va traverser les sinus pour aller chercher un ancrage au niveau des fosses nasales et la corticale cristale. Pareil, bon, ben là, c'est en utilisant des zygomatiques. Vous voyez, par exemple, ce cas que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Vous voyez qu'on est allé devant, je suis allé chercher le vomer pour augmenter la longueur de mon implant, surtout au niveau de l'implant 21. Et vous voyez que voilà, j'ai pu avoir cette accroche au niveau du vomer et mettre un implant un petit peu plus long. De l'autre côté, un implant ondulé, un pilier. On a mis un ptérygoïdien secteur 1 et un implant zygomatique secteur 2. Mathieu, je me Voilà. permets de te couper. On a une question de savoir comment se pose l'implant coaxis. Ah, alors comment se passe l'implant coaxis? Avec la trousse, quoi, un plan coaxis. Non, Euh, comment se pose, oui, comment en fait par rapport à cette tête angulée, voilà, peut-être effectivement expliquer qu'il y a un porte-implant, tout ça. don't move. Alors, dans un cas, juste après, on va le voir si je ne m'abuse. Mais donc, vous avez un porte-implant qui est dans le prolongement de l'implant, évidemment. Sinon, c'est un peu compliqué. Donc, vous posez votre implant avec ce porte-implant qui est dans le prolongement de l'implant. Et effectivement, de façon oblique, vous allez avoir une vis, d'accord, sur laquelle que vous allez dévisser et enlever ce porte-implant. Et cette vis, c'est l'axe prothétique. Donc, en fait, quand on pose l'implant, il suffit de mettre un tournevis au niveau de cette vis-là et on va pouvoir euh, potentialiser l'axe prothétique. Donc, on va mettre cet implant et une fois que l'axe prothétique il est bon, paf, on arrête, autant au niveau de l'enfoncement que de l'axe prothétique. OK? Mais on va le voir dans un cas, peut-être que ça sera plus simple. Pour finir rapidement sur la vidéo, c'est que vous voyez que même l'ITI, qui est quand même pas l'association
les plus rigolotes d'implantologie, en 2018 a dit que oui, 4 implants, c'est suffisant pour pouvoir réhabiliter un édenté complet. Alors, eux ne parlent pas encore de mise en charge immédiate, d'accord? Et c'était en 2018, donc ça va quand même arriver un jour ou l'autre. Donc oui, réhabiliter nos patients avec 4 implants, c'est nécessaire et suffisant. Mathieu, il y a une autre question avant que tu continues à développer. Quid des mouvements respiratoires primaires quand on connecte et verrouille les différentes sutures interosseuses? Ok. Alors, je n'ai pas. Alors, les sutures interosseuses sur. Alors, les sutures interosseuses chez des gens qui ont. Allez, on va commencer à parler plutôt de 70-75 ans. Je pense qu'elles sont minimes dans la respiration nasale et dans la respiration nasale. D'accord? Donc, si on veut parler effectivement d'aller bloquer une suture intermaxillaire, pardon, je pense que de toute façon, elle est bloquée. Il faut, à un moment, il faut, je pense, voilà. Et si jamais, effectivement, elle n'est pas bloquée, et on parlait de cette petite disjonction qu'il peut y avoir, franchement, non, il n'y a aucun impact sur les réhabilitations. Et je pense que depuis le temps que ça se fait, parce que je ne suis quand même pas le premier à le faire, loin de là, depuis le temps que ça se fait, ça serait, je dirais. D'accord? Les premiers implants inclinés, ils ont été posés par Matson, et je ne dis pas de conneries, je crois que c'était en 92 ou 89 ou 92, je crois, je ne sais plus. Donc ça fait quand même une paire d'années qu'on incline les implants pour des réhabilitations de l'édenté complet. Et voilà, on n'a jamais eu d'impact sur les, les respirations. OK. Donc, oui, j'avais bien aimé cette photo, donc je l'avais prise. Euh, oui, voilà, ça marche, hein, comme le changement climatique est réel, effectivement, et que les chemtrails n'existent pas vraiment. Oui, le Holland 4 marche. On passe. Alors, si effectivement on se dit, bon, ben ok, allez, on va pouvoir y aller, qu'est-ce qu'on va faire en premier? Ben, finalement, en premier, alors en premier, attention, évidemment, en dehors du questionnaire médical, de l'établissement de votre devis, de donner un consentement à votre patient, on pourra rentrer dans les détails de tout ça le 5 juin, évidemment, mais je vais mettre tout ça de côté puisque finalement, c'est un peu le cas pour tous nos patients qu'on va accueillir au cabinet et qu'on va prendre en charge. Mais clairement, pour les dentés complets, une des premières choses à faire, c'est shooter-les. Alors, faites un scanner, OK, et shootez-les. Regardez vos photos, regardez leur sourire, et on va pouvoir tout de suite noter leur ligne de sourire, etc. Ça va avoir un impact sur la suite des événements. Je vous montre rapidement, donc moi, juste le matos que j'ai, c'est un Nikon, un 610. J'ai ces intradiffuseurs là là, j'ai oublié la marque, mais qui sont assez sympas, qui marchent bien. Les réglages que j'utilise, voilà, c'est très simple, mais j'ai ça tous les jours et finalement, on s'emmerde pas trop, ça marche bien. Voilà, ça permet de faire ce type de photo-là, d'accord? Je le fais en général bouche fermée, vous voyez, en sourire forcé et avec un écarteur. Alors, sourire forcé, faites gaffe. Les gens qui ont des problèmes de dents, les gens qui n'ont plus de dents, les gens qui ont des prothèses qui ne tiennent pas bien, ils ne sourient pas. Pour les faire sourire, et je déconne pas, c'est vrai, hein, il faut que dans leurs yeux, vous voyez qu'ils sourient. Si à ce moment-là, vous voyez que les yeux sourient, ok, ils sont en train de sourire. Mais ils peuvent avoir perdu ça. Et en ayant perdu ça, quand vous allez leur dire souriez, qu'ils découvrent un tout petit peu, et que le jour de la chirurgie, ou le jour où tu poses le provisoire, ils font sourire et qu'ils découvrent complètement et que tu as fait un FP3, ça va être compliqué. D'accord? Vous comprendrez ça peut-être un peu après, mais c'est en gros la problématique entre la ligne de sourire et la ligne de transition. La ligne de transition, c'est entre votre gencive et la prothèse. OK? Si cette ligne de transition, elle est au-dessus et que vous avez fait un FP1, tout va bien. Si par contre, cette ligne de transition, elle est au-dessous de votre ligne du sourire et que vous avez fait un FP3, vous êtes dans la merde. Il faut que cette ligne de transition, elle soit au-dessus et cachée par la lèvre si vous faites un FP3, pardon. Donc, très important de noter cette ligne du sourire. OK? Voilà, cette slide est assez parlante. Et évidemment, hein, vous avez bien compris que ce FP3 qui est en dessous, si vous avez cette ligne de transition et qui rigole et qui monte cette ligne de transition, alors là, c'est un peu compliqué à gérer.
Donc, je ne vous souhaite pas d'être dans cette situation. Et pour ne pas être dans cette situation, faites rire vos patients, prenez-les en photo et notez tout ça. Donc ensuite, évidemment, on fait des radios, on fait des scanners. Alors, il y a quelques temps, on faisait juste des panneaux pour y aller et puis en avant. À l'heure actuelle, on a des scanners, ce qui est quand même un peu plus sympa pour pouvoir appréhender un petit peu la quantité d'os qu'on va avoir, le relief osseux qu'on va retrouver. Tout ça, c'est pareil. Alors, faire des scanners pour faire des guides, très bien. On va en parler, mais c'est ça, franchement pas le cœur de mes conférences et de mes formations. On en parle un peu, et évidemment, vous allez voir un cas d'ailleurs là-dessus, j'en fais. Mais je trouve qu'il faut d'abord savoir appréhender les dentés complets, savoir aller poser des implants entre guillemets à main levée et savoir gérer le relief osseux avant de faire des guides. Ne faites pas l'inverse, je vous en supplie. Je reviens à ma conf. Le scanner va vous permettre de voir ce relief osseux. Et ce relief osseux, il faut que vous arriviez à l'imprimer. D'accord? À l'imprimer, quand je dis l'imprimer, c'est le retenir. Pourquoi? Parce que quand vous allez ouvrir vos lambeaux, c'est ces reliefs osseux qui vont vous donner beaucoup, beaucoup d'informations. Ou, OK, j'ai ce relief osseux, je me rappelle, et celui-là, si j'aligne les deux, je sais que c'est ça, mon alignement implantaire, il doit être là-dedans. D'accord? C'est anecdotique ce que je vous dis, mais c'est extrêmement important. Donc, on fait des radios et on note tout. On va voir nos kystes. OK, là, on a perdu de l'os. Là, on a sous nos sinus, on a 3 mm d'os. Donc là, ce 3 mm, je ne vais pas vouloir avoir un remodelage osseux. Je vais peut-être utiliser un implant coaxis plutôt comme bone level. J'ai un peu plus d'os. OK, je vais pouvoir utiliser un bone level, etc., etc. Donc, comme je disais, voilà, après, on planifie, on mesure, on étudie le terrain, on planifie. Planifier la pose implantaire ne veut pas forcément dire faire des guides implantaires. Il y avait un article qui était sorti il y a plusieurs années, une étude, pardon, qui avait été faite, en l'occurrence aussi par Nicolas Boutin, faisait partie de cette étude-là. Et ils avaient fait planifier la pose d'implant avant de poser les implants, justement, avec guide, sans guide, etc. Et clairement, il ressortait que ne serait-ce que regarder son scanner, planifier la pose d'implant sans faire de guide et aller à la chirurgie, on était meilleur que si on ne planifiait pas et on n'essayait pas de poser sur un logiciel nos implants. Donc, on étudie notre terrain et puis après, on y va. On va se dire, OK, je vais plutôt partir sur un Holland fort, je vais faire une approche un peu palatine. Est-ce que je vais utiliser des implants ptérygoïdiens, des intrasinusiens ou des implants zygomatiques? Euh, je pense que zygomatique, ça parle à tout le monde. Ptérygoïdien, ça parle à tout le monde. Attention, ptérygoïdien n'est pas tubérositaire, hein. Je parle d'un vrai implant ptérygoïdien. Tout ça sera bien, on en parlera bien le 5 juin. Les implants intrasinusiens, on va traverser notre sinus, d'accord? C'est vraiment des sinus très antérieurs. On va pouvoir traverser nos sinus pour aller chercher nos corticales. Les approches palatines, c'est le docteur Bernardo Nunes da Souza qui a inventé ça. Donc, lorsqu'on a des résorptions extrêmement avancées, on met nos implants très palatins. Donc, l'implant, au niveau de sa partie palatine, ne va pas être recouvert d'os complètement, d'accord? Il va y avoir évidemment une grosse partie endo-osseuse, mais une partie qui ne va pas être recouverte d'os. On garde l'os vestibulaire et on va avoir notre muqueuse palatine qui va protéger le palais et donc, entre guillemets, cette partie où il n'y a pas d'os. C'est très, très intéressant. J'en fais pas mal là-dessus. C'est vraiment ça, c'est top comme protocole et assez simple. On prépare nos patients. Donc, oui, on va commencer une antibiothérapie 48 heures avant. Moi, quand je passe pas sous anesthésie générale, je les shoote un peu. Souvent, j'utilise du Seresta. Même quand ils vous disent, ouais, franchement, docteur, t'inquiète, moi je suis bien, il n'y a pas de problème, donnez-leur des anxiolytiques. C'est toujours un peu angoissant, c'est toujours un peu stressant, ça ne mange pas de pain et ça permet qu'ils soient un peu plus calmes. Il faut qu'ils mangent bien, qu'ils viennent avec des vêtements confortables, etc. On peut réfléchir à des taxis pour les ramener à la maison, même des fois un hôtel à côté, ce genre de choses. On se prépare. Quand on part sur ce type de chirurgie, il faut avoir un stock d'implants. On ne peut pas se dire, OK, j'ai vu sur mon Romexis que je dois avoir 2 implants de 3,5 par 12 et 2 implants de 4 par 18. Je vais acheter 2 implants de 3,5 par 12 et 2 implants de 4 par 18 pour faire mon Holland fort. C'est une bêtise. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment avoir un stock d'implants parce que vous allez des fois avoir un implant, vous allez utiliser un 3,5-12 et finalement, vous n'allez pas assez avoir d'accroche. Vous allez passer sur un 4 et un 4,14 finalement pour aller augmenter cette accroche-là, etc. Donc, ne jouez pas voilà, avec ça et il y ait vraiment un stock. Et évidemment, un stock de piliers aussi.
autant en hauteur qu'en angulation. Ok. Ça, voilà, c'est un truc de chire, un peu de tous les jours. C'est la gamme Asculap de chez Biboani. On va voir quelques cas cliniques parce que je parle, mais bon, c'est long. Rapidement, donc voilà, ce type de patiente qui arrive au cabinet. Cette patiente, on est parti sur une réhabilitation implantaire à type de Holland form, pas tout à fait de Holland form, vous allez voir. Au maxillaire, en bas, on a mis des implants tissu level en postérieur. Vous voyez au niveau radiologique ce que l'on a. Donc finalement, on a quand même un petit peu d'os dans le secteur 2, très peu d'os dans le secteur 1. Et vous allez voir quelle solution on a envisagé. Donc cette patiente, voilà, après la pose implantaire. Donc j'avais de l'os, vous voyez, au niveau du secteur 2. Pourquoi finalement anguler nos implants? J'ai mis des implants droits. On est presque dans la classification de Bedrosian secteur 2 où on avait de l'os en zone 3, 2, 1. Donc, je mets mes implants droits. Et par contre, vous voyez que secteur 1, je n'avais pas beaucoup d'os, donc je suis venu incliner mon implant. J'ai fait un demi-Holland fort, on va dire, pour cette gamme, ce qui a permis voilà, d'avoir cette mise en charge immédiate. On a fait un FP1. En l'occurrence, juste je revenais en arrière. Vous voyez qu'on fait vraiment bien sourire nos patients. Elle ne découvre pas, même si elle découvrait avec ce FP1. Vous voyez que la réhabilitation est assez chouette. Et voilà, on a donné une solution à notre patient. On passe à notre cas clinique. Vous voyez, ce patient, vous allez voir, la résorption est un petit peu plus avancée au maxillaire. On n'a pas beaucoup d'os, vous voyez, dans les zones sous-sinusiennes droite et gauche. Et puis surtout, même si on pense que secteur 1, on a un peu d'os en hauteur, vous voyez, regardez, en largeur, on a perdu pas mal d'os, d'accord? Et ça fait partie, par exemple, des cas qui sont grafless pour même nos implants, mais vous allez voir qu'on fait quand même un aménagement osseux. Voilà ce patient, donc pourquoi la perte osseuse horizontale? Ben, vous voyez la PPA portée secteur 1, on a perdu de l'os en horizontal, voilà en endobuccal, on fait les extractions, excusez-moi, c'est juste que ça ne passe plus. Excusez-moi, je reviens en arrière, j'ai appuyé plein de fois. Donc, vous voyez là, par exemple, le placement des implants antérieurs. Vous voyez que le bleu, c'est le porte-implant, donc c'est l'axe de notre implant. Et là où j'ai mis le tournevis, c'est l'axe prothétique. Pardon, voilà, excusez-moi, voilà, je reviens en arrière. Hop, voilà. Donc, on a mis les implants postérieurs. Donc, je reprends tout, excusez-moi. Les implants postérieurs, on commence toujours par les implants postérieurs inclinés. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va nous donner vraiment la limite postérieure et l'os que l'on va avoir devant, après, on va pouvoir jouer avec. Mais on met d'abord nos implants inclinés postérieurs, d'accord, au niveau des sinus. Vous voyez qu'on a une approche qui est un petit peu palatine. Hein. Vous voyez que on va avoir peut-être quelques spires en palatin qui vont être apparentes pour garder au maximum d'os vestibulaire. Si on peut garder 2 mm d'os, c'est quand même pas mal. On a, vous voyez, des jauges inclinées qui nous permettent d'appréhender la sortie du transvissage. On va adapter donc la pose des implants et de la plateforme prothétique par rapport à ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc on met nos deux tournevis, ça nous donne les axes prothétiques. Donc on va venir tourner les plateformes prothétiques pour avoir des axes prothétiques les plus parallèles possibles. Vous voyez, secteur 1, on avait prévu de faire une ROG, puisqu'on avait quand même pas mal perdu d'os en horizontal. Donc, après avoir mis nos implants, on fait une sausage au protocole Urban, membrane résorbable, os autogène et xénon. Une fois que la chirurgie est faite, donc on a mis nos 4 piliers coniques. Sur ces piliers coniques, on va mettre nos body scans. On va reprendre une empreinte. On va voir un cas où c'est un petit peu plus détaillé ça. On reprend une empreinte. On envoie au prothésiste et notre prothésiste va pouvoir usiner un bridge en PMMA qu'on va recevoir quelques heures après. Donc moi, je n'imprime pas au cabinet. Je travaille avec un prothésiste, voilà, on travaille de pair. Il m'usine mon PMMA, hein, mes bridges provisoires sont en PMMA. Donc, j'ai un retour de ces bridges en général 3 heures après la chirurgie. Vous voyez, voilà, le placement des implants.
On aurait pu dire effectivement pourquoi pas l'implant droit secteur 1, mais par contre, vous avez vu la finesse que l'on avait de cette partie sous-sinusienne. Donc, c'est une masse osseuse faussement optimiste. Voilà, après, voilà, l'après-midi, on met le provisoire, on vise tout ça. Ça, c'est quelques mois après, oui, même un an après, je pense. Sur le contrôle, vous voyez qu'on a voilà, récupéré une arcade maxillaire sympa. L'aérogé nous a permis de retrouver ça. Le tissu nous va bien aussi. Et voilà. Je passe, il nous reste encore ce cas-là, encore deux cas, donc je vais passer assez rapidement. Toujours pareil, un patient, vous voyez, qui arrive avec là une résorption qui est quand même un petit peu plus avancée, voire fortement avancée quand même. Là, secteur 2, ça va être compliqué de passer en Lone-Ford, donc on va utiliser un implant zygomatique. Secteur 1, vous allez voir, on va utiliser une autre solution qui peut être très intéressante sur que la gamme implantaire de Softherm nous propose. Toujours pareil, on commence par l'implant postérieur, on inclut nos implants. Vous voyez là, on voit bien l'axe en bleu, l'axe de notre implant, et la mise en place du tournevis qui nous permet d'objectiver la sortie prothétique, enfin, l'axe prothétique par contre. Et vous voyez que quand on enlève, la photo des droites, quand on enlève le porte-implant, vous voyez qu'on a cet hexagone. Alors là, moi, pour les coaxies, j'utilise des hexagones externes. Ne criez pas au scandale, ça marche très bien. Rien n'a jamais été prouvé sur un problème remodelage osseux sur les hexagones externes. Ça, des implants qui sont très vieux et qui marchent très bien. Et par-dessus un pilier conique, évidemment. Hop, on continue. Donc, on a peu d'os. Donc, comme on a peu d'os, je vais utiliser, vous voyez, des implants avec des axes un peu particuliers. Je vais aller chercher des stabilités primaires. Et ensuite, secteur 2, on va poser un implant zygomatique. Donc, voilà, extraction de la paroi sinusienne en, en haut, vraiment au début de notre zygomatique. On va objectiver après la masse osseuse zygomatique et on va pouvoir commencer à fourrer là-dedans. Désolé, j'appuie, mais ça passe pas très bien. Je ne sais pas trop ce qui se passe. J'espère que c'est pas. Voilà. Vous voyez donc les implants zygomatiques de chez Softherm Implant, les Aigin. On va pouvoir poser notre implant, mettre un pilier conique et du coup pouvoir faire notre mise en charge du implant. C'est un implant de 45 ou 45 mm. Donc, on essaye vraiment de faire les ouvertures sinusiennes. On repousse la membrane sinusienne. On essaye de garder cette membrane sinusienne, passer notre implant. Et comme là, la membrane sinusienne était vraiment intacte, je lui permis d'utiliser un apport osseux qui est du GTO, une xénogreffe avec un durcisseur. Bon, voilà, ça peut être intéressant à cet endroit-là. Et après, évidemment, on vient fermer et tracter notre lambeau là-dessus. Secteur 1, il n'y a pas beaucoup d'os en hauteur, mais vous voyez qu'on avait un peu de largeur. À un endroit, on a un peu de hauteur, on utilise un implant max. Cet implant max sont des implants qui sont des implants de très gros diamètre, d'accord. Ça, c'est un implant de 7 par 8, je crois, et qui va permettre d'avoir une stabilité primaire extrêmement importante dans finalement peu d'os. C'est un concept assez particulier, mais l'implant max, ça fait quelques années évidemment qu'il est sur le marché. Et voilà, il est développé plutôt pour l'extraction d'implantation immédiate. Là, en l'occurrence, il y avait pas d'extraction, mais il y avait une masse osseuse qui vraiment pouvait être utilisée avec cet implant max. Donc, vous voyez que voilà, on a mis pas mal d'implants. Vraiment, il y a un peu toute la gamme implantaire de chez Softherm. On a des coaxis, on a un implant zygomatique, on a un implant max. J'aurais pu utiliser des bone level avec des piliers angulés à la place des coaxis pour ce cas-là à quelque chose près, peut-être l'implant 24, c'était un peu difficile parce qu'en sous-sinusien, il n'y avait pas grand-chose, donc je préférais avoir un coaxis pour ne pas avoir de remodelage osseux. Donc voilà, là on avait quand même pas mal d'implants de la gamme. Ensuite, bah, toujours pareil, on prend nos body scans, on met les body scans, on va prendre notre empreinte, en l'occurrence, moi j'utilise la Lumina de chez Itero, qui me permet vraiment d'avoir une prise d'empreinte très rapide. Très rapide.
Voilà la mise en charge immédiate que l'on peut faire au patient. On a mis des pistes en bas pour récupérer une courbe d'occlusion tip top. Désolé, hein, j'essaye de passer, mais mon ordinateur en a un peu marre. Ouais, il doit être plein. Oh là là. Voilà, voilà la panneau de contrôle. Vous voyez qu'on a des implants coaxis angulés. Vous voyez ce dont je vous parlais sur l'implant 24, 23, 24. Pardon, je vais essayer de revenir en arrière. J'espère que ça a marché convenablement. L'implant 23, 24, vous voyez qu'on avait vraiment une hauteur sous-sinusienne qui était vraiment limite. Donc l'implant coaxis, là, prenez tout son sens plutôt qu'un bon level avec un petit. Voilà, le max, vous voyez qu'on avait quand même une hauteur osseuse qui était à utiliser au niveau de la 16 et le zigot pour la 26. Donc voilà en gros ce que ça donne. Voilà, alors le numérique et les guides dans tout ça. Alors, je vais vous montrer un cas avec une résorption qui est quand même relativement avancée. Cette patiente qui m'a été adressée, cette sympathique patiente, c'est adorable. Vous voyez qu'on a voilà, une résorption qui est un peu avancée, ben voilà, ça c'est un peu traîné. Au niveau sous les fosses nasales, on a plus grand-chose. En sous-sinusien, on n'a plus grand-chose. Incliner les implants et passer sur la force, ça semble compromis. On a quand même un peu d'os au niveau du processus frontal du maxillaire, c'est-à-dire vraiment les parties qui vont entourer les fosses nasales. Là, on a un peu d'os et on a nos ptérygoïdiens. On est parti sur le principe de mettre deux implants euh, paranasaux et deux implants ptérygoïdiens. On va pour cela utiliser un guide parce que c'est vrai que au niveau de nos implants paranasaux, vraiment au niveau des canines, finalement, on a peu d'os et on veut les mettre au millimètre près. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé un guide, vous allez voir, qui a été usiné par la société de Dimitri Pasquale. Donc la patiente, on extrait tout ça. Moi, tout a été collé, tout. Enfin, bon, c'était l'enfer. Tout bougeait énormément. Vous avez vu qu'il ne restait pas grand-chose. Donc, le praticien a essayé de coller pour que ça tienne à peu près le temps qu'on vire tout et qu'on puisse mettre des implants. On va avoir un guide de coupe, pardon, donc un guide de coupe avant de placer notre guide. Donc, on fait un décollement mucopériosté, on met notre guide de coupe, on coupe tout ça. Là, j'avais utilisé non, un disque diamanté pour faire cette régularisation. Alors, je suis désolé, là, ça fait encore une fois. Et vous voyez, vous allez voir après la mise en place du guide. Manu, vous m'entendez bien là? Tu m'entends? Ah, très très bien. Ah non, mais comme ça bug un peu. J'ai peur que le son bug aussi, mais ça m'énerve. Alors attends, je sais pas. Je vais essayer juste de sortir 2 secondes. Tu as une belle vue, mais tu n'as pas de réseau. Ok. De la clinique, frère. Et voilà. Non, putain, il est sur le bon, hein. Il est sur le bon. Tout est bon dans le jambon. Allez hop. Donc voilà le guide qui est fait par la société Dimitri Pascal. J'ai un trou de mémoire, je pourrais vous le retrouver, vous le donner. Donc ils sont faits en métal, c'est-à-dire avec des ancrages osseux. Donc on a une précision diabolique. Oui. Là, j'étais passé en forêt pilote. J'aurais dû faire un full guided, mais bon, bref, c'est pas grave. Pour les implants ptérygoïdiens, très souvent, j'utilise, vous voyez, ce cloisonnement ondulé. Et cloisonnement ondulé, ça permet d'aller de manière un peu plus simple d'aller au fond pour aller faire ces ostéotomies. Donc voilà. Hop. Donc derrière, on met nos deux ptérygoïdiens. Ensuite, évidemment, les deux paranasaux. C'est sûr que si je vous fais lire des vidéos, ça va être compliqué.
Je suis désolé. Ce n'est pas le cas tout à l'heure en répétition. Donc voilà, cette pièce à main, elle est vraiment. Alors, c'est une pièce à main qui est intéressante. C'est une pièce à main implantaire, hein, c'est un implantaire angulé, qui est bien pour mettre des implants zygomatiques. Et là, en l'occurrence, effectivement, la mise en place des ptérygoïdiens avec ça, c'est vraiment tip top. Alors, c'est con parce que les slides après sont sympas. Bon, Mathieu, je pense qu'il y a du mal avec la vidéo. Peut-être qu'on va avancer. Ouais, ouais. On peut pas sortir, j'arrive même pas à avancer. Donc, sinon, je l'aurais fait, mon petit. Ouais. Vous me donnez 2 minutes. On se reprend la main 2 minutes. Manu, j'essaye de sortir de là. Mais là, je l'ai fait bugger. Ça ne veut pas rien savoir. Vous m'entendez toujours? Toujours. Ok. Ok. Vous voyez là ou pas? Oui, très bien. Alors, on va rester comme ça pour l'instant. Quand on met des implants ptérygoïdiens, vous voyez, au bout du forêt, pour montrer que vous êtes bien dans la ptérygoïde et dans l'aile latérale du ptérygoïdien, vous allez ressortir avec de l'os cortical. C'est anecdotique, mais c'est extrêmement important. Donc, pour ce cas-là, pareil, on retourne sur nos pattes, on met nos body scans. Sur les body scans, on vient passer notre itéro, on balance ça à notre prothésiste et il nous fait un provisoire. Voilà le scanner de contrôle. Vous voyez qu'on a nos 2 implants paranasaux et 2 implants ptérygoïdiens. OK? Et ensuite, on va, une fois que notre empreinte est faite et envoyée au prothésiste, évidemment, il doit rematcher, d'accord? Pour ceux qui font du numérique et qui font du numérique, il faut qu'ils rematchent. Pour rematcher, ben, des fois, c'est un peu compliqué. Quand on n'a plus de dents, on n'a plus rien. Donc, je vous ai fait une petite slide sur ça. Voilà, moi, ce que j'utilise. Soit vraiment, on arrive à garder 1 ou 2 quenottes, ça va permettre au prothésiste de pouvoir rematcher entre l'empreinte de modèle d'étude et l'empreinte des body scanners à la fin de la chirurgie. Il a des dents qui n'ont pas bougé, il rematche avec ça, bingo. S'il n'y a plus de dents, on peut utiliser, vous voyez, des body scanners à travers lesquels donc en pic plutôt évidemment, des body scanners à travers lesquels je fais passer des vis d'ostéosynthèse et ça, je vais venir les fixer. Alors à la mandibule, on peut les mettre en bas, en haut, on peut les mettre au niveau du rafet médian, etc. Il en suffit d'un ou deux et en général, le prothésiste arrive à rechoper le truc. Et sinon, si tout ça est un peu plus compliqué, vous voyez par exemple pour cette patiente, comme on avait notre guide, eh ben, on ne pouvait pas mettre les body scanners et les vis d'ostéosynthèse au niveau du palais. Le guide allait au niveau aussi du palais, donc c'était compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on fait un scanner avant la pose d'implant qu'on convertit en STL. On envoie au prothésiste. On fait un scanner avec les body scans qui doivent être en titane, et évidemment, on transforme en STL et on balance au prothésiste. Donc, le prothésiste, il va se retrouver avec votre scanner STL sans les implants et avec les implants. Il remâche tout ça grâce au tissu osseux. OK? Petite question, Mathieu. L'implant ptérygoïdien est posé avec un guide qui repose sur une crête réséquée avec un autre guide ou finalement tu le poses. Eh ben, dans le cas, oui, c'est le cas. C'est-à-dire que avant de mettre le guide, on avait un guide de coupe, donc on met notre guide de coupe, on vient couper, et après on met le guide de pose, et là on vient poser les Mais implants. ça, D'accord? Après, effectivement, tu as écrété, mais la zone antérieure. oui, pas au niveau. Non, non. Au niveau des ptérygoïdiens, on régule jamais. D'accord? Parce qu'en fait, tu as déjà peu d'os au niveau souvent de ta tubérosité, d'accord? Donc, il y a quand même une partie qui va passer dans la tubérosité jusqu'à aller choper le ptérygoïdien. Donc là, si tu t'amuses à aller réséquer de l'os, très souvent, tu vas te retrouver au niveau de ton sinus. Et là, ça va être difficile de poser ton ptérygoïdien. Donc, pas de résection en général en postérieur. OK? Hop. Donc là, vous voyez qu'on avait fait cette mise en charge immédiate. Donc ça, c'est au contrôle, hein. Vous voyez qu'on a quand même une résorption un petit peu de tout ça.
Mais bon, on a une belle cicatrisation. Et voilà, la panneau de contrôle, plusieurs mois après, les piliers ont été resserrés à 30. Le praticien me le renverra, je pense, pour qu'on s'occupe du bas. Hop, voilà. Donc, vous voyez que on peut utiliser des poses implantaires à main levée, on peut utiliser des poses implantaires avec un guide. Voilà, il faut juste évidemment le prévoir. Les guides peuvent être intéressants dans des cas où c'est un peu touchy, c'est-à-dire que vraiment on a très peu d'os et on va aller placer nos implants dans des endroits un peu particuliers. Mais même quand c'est en intrasinusien ou ce genre de choses, j'utilise pas de guide et je le fais à main levée. Je vais aller voir un petit peu ce qu'il en est. Ici, Manu, vous avez mis tout à l'heure le QR code, si vous voulez, si la journée du 5 juin vous intéresse, et venir parler avec nous de toute la journée sur ces protocoles-là, les petits tips and tricks qu'on peut avoir voilà, après une quinzaine d'années facile, voire plus, à faire de l'édenté complet. Donc, je commence à avoir deux, trois petits trucs à vous passer, je pense. Et voilà, et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis tout oui. Manu, tu m'entends? Et je suis même revenu. Ah, ah, là voilà. Voilà. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Matt, pour voilà, l'ensemble des explications qui, j'espère, aura permis à l'ensemble des participants de comprendre effectivement ce qu'on peut faire avec les solutions de Southern Implant et avoir envie de venir nous rejoindre le 5 juin pour participer à cette journée où là, pour le coup, on pourra aborder l'ensemble de ces sujets un petit peu plus en profondeur et Il y aura que pas de temps. Et puis surtout, avec ta magnifique salle de TP où ils vont pouvoir toucher tout ça. Et franchement, voilà, ils ont vraiment une salle Surgical Academy. Il y a vraiment de quoi vous accueillir et vous mettre bien par rapport au TP. Les fauteuils sont géniaux pour faire la sieste quand les confs sont trop chiantes. Donc vraiment, c'est tip top. non, non, donc dans ce TP, effectivement, on abordera l'utilisation des implants coaxies, des ptérygoïdiens, des nasalus, des zygomatiques. Donc, il y aura tout le matériel disponible, effectivement, pour pouvoir jouer avec l'ensemble des solutions et comprendre, effectivement, les abords et les points de vigilance à avoir dans l'utilisation des différents matériels. Euh, D'accord. je- il y a plus de questions. De toute façon, si vous aviez d'autres questions, n'hésitez pas à vous nous les envoyer. On pourrait les faire passer au docteur Chotard. Bah, s'il n'y a plus de questions, on va vous remercier. On va remercier surtout le docteur Chotard encore pour son travail, son implication, bon, déjà pour ses patients, mais aussi avoir toujours ce courage de prendre l'appareil photo voilà, et prendre ce temps pour partager cette expérience, parce que ben, avant d'en avoir des bonnes, ben, il faut en avoir des mauvaises et qu'on se fait des frayeurs et que voilà, pour arriver à partager une véritable expérience clinique pour effectivement guider d'autres praticiens à aller voilà, se former et traiter des patients de plus en plus efficacement. Donc merci beaucoup Mathieu. Et puis ben, on se voit vendredi à Marseille encore, voilà, pour la journée marseillaise d'implantologie et voilà, où il y aura de belles annonces qui vont être faites. Donc voilà, une belle année encore sympa qui s'annonce. Ah, moi je t'entends plus. Ah, ouais, mais si vous pouvez, venez vendredi à l'Intercontinental, journée implantaire, d'implantologie marseillaise. Il y a quelques petites annonces qui vont être bien, bien sympas et vraiment, je vous invite à venir. Voilà. Merci encore à tous pour votre participation. Ah, je vois qu'il y a une dernière question quand même. Une question où il est demandé, il y avait un certain volume au niveau des ptérygoïdiens, il faut une confiance pour les placer là. Alors, Clairement, oui, alors non, c'est pas, il faut avoir confiance. C'est surtout que moi, c'est un implant que j'utilise finalement depuis peu, hein, par rapport à la réhabilitation de l'édenté complet que je fais depuis peu. Mais alors, c'est vraiment une solution. Ça fait partie de mes derniers grands coups de cœur, les ptérygoïdiens, vraiment. Et c'est un implant qui est pas facile à mettre. C'est sûr et certain. C'est un implant qui est dur à mettre. Pour moi, je pense que ouais, ça reste un peu le plus touchy.
Mais une fois que vous avez des petits trucs et astuces pour pouvoir le mettre dans le bon axe, etc., ben ça vient tout seul. Il n'y a pas non plus de grosses problématiques, mais on en parlera le 5 anatomique. Il y en a une grosse, mais une fois qu'on l'a isolée, ben voilà, ça roule. Et puis après, l'utilisation de guide peut être hyper intéressante, effectivement, pour aller poser ces implants ptérygoïdiens. Mais je peux vous assurer que ça rend énormément service à nos patients. Merci pour ta réponse. Bon, ben, s'il n'y a plus de Ouais. questions, voilà, on est dans le timing 20h10, parfait. Merci à tous et voilà, on espère vous voir le 5 juin, bien nombreux. À bientôt, bonne soirée. Bon, merci à tous. Ciao. Bye, bye.